Alors Luc, voilà, je profite de l'occasion de t'avoir avec moi pour te demander de raconter un petit peu à l'audience YouTube comment, par quelle magie, le principe de rebattre la chaux fonctionne-t-il, parce que il est absolument, comment on va dire ça, c'est absolument contre-intuitif de procéder ainsi. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc je vais te résumer un petit peu comment je l'ai découvert moi-même, hein, parce que je ne connaissais pas ça il y a 15 ans, mettons. Alors, c'est avec un artisan qui était un bon, qui travaillait que avec la chaux hydraulique. Alors, c'était en plus celle de Saint-Astier, mais bon, peu importe. Disons que celle-là, en particulier, elle avait pas mal de problèmes de retrait, de fissures de retrait. Les fissures de retrait, c'est pas très grave quand c'est sur le corps d'enduit, parce que par définition, il va y avoir une finition par-dessus qui va venir boucher les fissures. Par contre, sur une finition, c'est un problème puisque ça va faire des pénétrations d'eau. Même si l'enduit laisse sortir l'humidité, il ne faut quand même pas exagérer au point de lui faire des passages à l'eau. Donc, en résumé, cet artisan qui était bon avait des problèmes malgré sa maîtrise, avait des problèmes réguliers, de fissures de retrait sur ses enduits de finition. On sait que la première raison pour laquelle il y a des fissures de retrait, ça peut être déjà un excès d'eau. Première chose déjà qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de savon dans l'eau qui sert à gâcher un mortier. Parce qu'en mettant du savon, ça permettra de trouver ce qu'on appelle la maniabilité, c'est-à-dire la souplesse suffisante avec moins d'eau. On ne se rend pas compte qu'on a mis moins d'eau, mais de fait, on a mis moins d'eau. Et comme c'est l'eau qui, en partant, crée les fissures, moins il y a d'eau, moins il y aura de fissures. C'est automatique. C'est une première chose. Mais malgré ça, lui le savait, évidemment, il mettait sûrement du savon, mais malgré ça, il y avait quand même des fissures de retrait, parce que la chaux de Saint-Astier, c'est une chaux hydraulique, hein, NHL 3,5, puisqu'il y a 3 chaux hydrauliques, il y en a 2 qui est assez peu utilisée, sauf sur le bâti écologique souvent, la 3,5 qui est un peu la standard, et la NHL 5 que moi je conseille de ne jamais utiliser sur le bâti ancien parce qu'elle est beaucoup trop proche du ciment. Donc en gros, la standard, la 3,5, c'est une chaux qui est déjà très forte, et du coup même un peu trop forte au point que même si on a maîtrisé la quantité d'eau, on avait des fissures de retrait en finition parce que comme elle est forte, elle durcit, et puis en durcissant, il y a ces phénomènes-là. Donc la notion de chaux rebattu, ce n'est pas une fantaisie qui a été inventée par cet artisan ou un autre. Hein. J'ai eu après les ingénieurs de Saint-Astier au téléphone, et ils m'ont expliqué ça, qu'ils avaient étudié ça en labo. Bon, je te passe le détail, mais l'intérêt alors le principe déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que là, pour le moment, on a dit le mot, mais on n'a pas dit plus. C'est qu'on va rebattre. Ça suppose que, pour l'imager, première fois où je l'ai vu faire, c'était un artisan qui a fait sa façade, il a fait le corps d'enduit, il a taloché proprement, il sait qu'il va faire la finition, évidemment, donc il a laissé le temps de séchage suffisant, et il sait que le lendemain, pas le lendemain du corps d'enduit, hein, mais la veille donc, du jour où il va faire la finition, il vient sur le chantier, il met une grande bâche par terre, il fait les gâchets. Donc, en résumé, si tu veux, l'artisan, quand on est sur une finition, c'est assez facile de calculer la quantité de matière dont on va avoir besoin, puisqu'on sait que si je faisais une finition de 1 cm d'épaisseur, en fait, ça fait un peu moins, hein, c'est plutôt entre 6 et 8, disons. Si je faisais 1 cm par mètre carré, ça ferait un seau de 10 litres. Donc, si je fais 8 mm, ça fera 8 litres par mètre carré, bon, pour partir sur une base. Si j'ai 100 mètres carrés, ben, ça fera 100 fois 8, c'est-à-dire 800 litres de mortier à réaliser. Donc, on peut calculer à peu près assez précisément le mortier dont on aura besoin pour faire la finition le lendemain. L'intérêt, c'est que comme on ne va pas faire le mortier à mesure, on va le faire la veille au soir. Donc, là, cet artisan, je l'ai vu sur le chantier, il avait fait son enduit de corps d'enduit qui était sec. Il vient la veille au soir, il prépare les gâchets, donc il calcule chaque fois, alors on calcule le volume en général avec le sable, hein, on ne compte pas le liant ni l'eau, il calcule le nombre de seaux de sable qu'il lui faut pour faire la quantité de façade qu'il a à réaliser en finition le lendemain. Il met une grande bâche par terre, il remplit sa bétonnière X fois, 2, 3, 5 fois s'il faut, et chaque fois il renverse sur la bâche. Donc en fait on a un gros pâton de mortier qui est prêt à être utilisé, mais qu'on n'utilise pas, et qu'on laisse reposer toute la nuit. Le lendemain, quand on arrive, vous pouvez faire l'essai avant de faire une gâchée complète. Vous pouvez faire l'essai, on peut faire l'essai dans un seau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je prépare un mortier, un dosage de finition, mettons un volume de chaux hydraulique, donc un HL 3,5 pour 2 volumes et demi à peu près de sable, avec l'eau, etc. On met ça dans un seau, supposons, je fais un petit mélange, un demi-seau, et puis je laisse ça durcir. Le lendemain, je peux démouler mon seau, j'ai un bloc.
et c'est dur, ça paraît complètement inutilisable. En fait, les ingénieurs m'expliquaient que en mettant, alors ça c'est la théorie de labo, hein, 1/6 de l'eau qu'on a mis la veille, de toute façon comme on ne sait pas ce qu'on a mis la veille, le lendemain on va le faire au pif de la même façon, mais bon, ça marche quand même. Ça veut dire on découpe des morceaux de ce pâton, supposons que je suis devant le chantier le lendemain matin, je découpe des morceaux de ce pâton, qui se découpent quand même assez facilement, c'est pas du ciment, hein. Je mets les morceaux de blocs de chaux comme ça dans la bétonnière, je rajoute un tout petit peu d'eau, et en fait je retrouve très vite une plasticité. Et alors l'intérêt, c'est que, alors évidemment, il ne faut pas mettre des grosses quantités d'eau, hein, mais ça revient très vite, donc dès que ça redevient plastique, on arrête, évidemment. Et on se retrouve avec un mortier qui a perdu à peu près 1/3 de sa résistance, ce qui ne pose aucun problème, parce qu'on peut dire, oui, mais alors, si j'ai pris un produit pour que j'en perde 1/3 de sa résistance, voilà, il y a un problème, quoi. C'est comme si j'avais jeté à la poubelle 1/3 de sa qualité. Or, il se trouve que la qualité d'un mortier, ce n'est pas sa dureté, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est sa souplesse. Donc, le tiers de résistance, c'est-à-dire de la résistance, souvent on parle de résistance à la compression, bon, tout ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la résistance, c'est lié, plus ça sera résistant à la compression, plus ça sera dur, et moins ça sera élastique. Or, il se trouve que sur un mur ancien, plus je serai élastique, mieux c'est, et également, plus ça sera élastique, plus en général, ça sera également poreux. Ce n'est pas strictement lié, mais avec la chaux, c'est le cas, quoi, hein. Je veux dire par là, si on est avec des adjuvants, si on est avec du ciment, ces règles-là ne sont pas tout à fait les mêmes sûrement, mais ce n'est pas le sujet. Donc avec de la chaux, plus je serai... quand j'aurai affaibli un petit peu la chaux, de fait j'en ai perdu 1/3, j'aurai gagné en élasticité sur le produit fini, une fois sec, et j'aurai en plus gagné en qualité, en confort d'application. C'est-à-dire j'aurai quelque chose qui colle beaucoup mieux. Donc même pour refaire des joints, là c'était pour l'hypothèse d'un enduit de finition où je veux ne pas avoir de fissure de retrait. Mais même si je veux faire des remplissages de joints, bon, première leçon, c'est que s'il me reste du mortier que j'ai préparé dans la journée, le soir, ben, je peux le garder, je n'ai pas besoin de le jeter parce que le lendemain, il a l'air dur. Le lendemain, je le rebats, c'est pour ça qu'on appelle une chaux rebattue, et je peux le réutiliser pour le mettre dans mes joints, et puis il fera prise, et même s'il a moins de résistance, il en a encore 2/3, et c'est largement assez, c'est presque peut-être des fois presque trop, mais enfin ça suffit largement par rapport à la résistance dont on a besoin. Et sur les finitions, ça a en plus l'avantage de ne pas de réduire beaucoup le risque de fissuration, quoi. Donc la chaux rebattue, c'est ça. Ça a été théorisé, étudié en labo, validé par les labos. C'est surtout validé, pour moi le plus important en fait c'est pas les labos parce que des fois ils arrivent après la bataille. Les labos, il faut savoir qu'en gros ils sont là pour vendre une chaux qui soit dans la norme. La norme déjà elle n'est pas très exigeante parce qu'elle dit on peut aller de là à là, mais on ne sait pas, ils ne sont pas obligés de nous dire s'ils sont là ou s'ils sont là, donc premier problème, mais ils sont dans la norme donc ils n'ont pas de compte à rendre. C'est aussi pour ça que des fois les enduits industriels, même quand ils sont éventuellement pas trop bloqués au niveau hydrofuge, ils ne te répondent pas forcément quand tu leur demandes quelles sont leurs caractéristiques, parce qu'ils te disent je suis dans la norme. Sauf que la norme, on sait que si c'est la borne haute, c'est pas bon, et qu'il faut vraiment être dans la borne basse, et des fois même dans la norme la plus adaptée au bâti ancien. Mais la norme, c'est qu'un repère, disons. C'est mieux que rien, mais c'est qu'un repère, et souvent c'est un peu insuffisant. Je récapitule. L'idée, du coup, c'est de préparer tout son mortier d'enduit de finition la veille, le laisser reposer sur une bâche, pas besoin de le couvrir aussi loin que je comprenne. En tout cas, on peut le couvrir. Moi, des fois, je la couvre, mais c'est pas nécessaire. Et ensuite, le lendemain, vous venez remettre ce mortier dans la béto, refaire tourner avec un petit peu d'eau, idéalement 1/6 du volume d'eau utilisé initialement. Et là, vous obtenez un mortier qui est plus onctueux, donc plus facile à appliquer, plus collant également parce que plus onctueux, qui va gagner en perspirance, donc qui sera de meilleure qualité, puisque ce qu'il a perdu en résistance, il va le gagner en perspirance, et puis surtout qui limite complètement les risques de retrait et des fissurations de retrait.